Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en image qui correspond à votre Noté pour vous numéro 336. Alors cette semaine, très chaude ici en Guyane, je vous le concède, j'attire votre attention sur deux éléments. Le premier va concerner la résolution bancaire et donc la directive BRRD et le second concernera les fonds propres mais du secteur assurance. Concernant les dispositions liées à la directive sur la résolution bancaire, la BRRD, j'attire votre attention sur un document qui a été publié le 1er novembre dernier par l'IBA, qui est une recommandation qui a été faite pour mieux cerner l'ensemble des entités qui vont être soumises au plan de rétablissement obligatoire, évidemment, au niveau d'un groupe. L'objectif va être de déterminer quelles sont les entités à inclure dans le plan de rétablissement et surtout dans ce plan de relance que va proposer la société mère dont le groupe va être mis en résolution. L'objectif de l'IBA avec cette recommandation est d'éviter une approche fractionnée de ce dispositif. En effet, dans les plans qui ont déjà été soumis aux autorités, il a pu être constaté que le champ des sociétés couvertes était très dépendant de la maison mère et parfois mettait en place des exclusions de certaines entités alors que ce n'aurait pas été le cas si la maison mère s'était trouvée par exemple dans un autre État membre ou dans une autre configuration au niveau du système financier. Du coup, l'IBA préconise l'identification de toutes les entités pour appliquer une approche proportionnée. Elle va donc du coup proposer de mettre en place trois grands champs d'entités. Les premières sont les entités importantes parce qu'elles sont pertinentes pour le groupe. Dans le cas de ces entités-là, il va falloir mettre dans le plan de rétablissement absolument toutes les informations concernant ces entités pour toutes les sections du plan de rétablissement. Donc, ces succursales importantes pour le groupe vont avoir une importance déterminante dans le plan de relance de la société. Le deuxième champ d'application, ça va être les entités qui sont importantes, cette fois parce qu'elles ne sont pas pertinentes pour le groupe, mais qu'elles sont pertinentes pour l'économie et le système financier. Donc, pour ces entités-là qui sont considérées comme pertinentes, il va falloir mettre dans le plan de relance non pas toutes les informations dans toutes les sections, comme dans notre premier cas, mais par contre attirer l'attention et faire un focus particulier sur la gestion de la continuité des fonctions critiques de ces entités, parce que ces entités peuvent avoir un impact sur le système financier. La dernière catégorie, ce sont les entités non importantes. Entités non importantes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mentionnées dans le plan de rétablissement, mais par contre, il n'y a qu'une simple description globale de l'entité au sein de la structure plus globale du groupe. Donc, on ne remplit pas chaque case pour cette entité, on ne fait pas un focus plus important sur la continuité de ses fonctions critiques parce que cette entité est considérée comme moins importante et donc pas importante en fait pour la continuité au niveau du groupe de la société. Dernier point qui est précisé par l'IBA et qui ne l'était pas dans le document de consultation, c'est qu'évidemment, elle fait un lien avec des guidelines qui ont été publiés sur les succursales considérées comme significatives plus. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ces fameuses succursales qui sont jugées très importantes par l'IBA au niveau du risque systémique. L'IBA rappelle que ces succursales qui sont classées significatives plus sont évidemment considérées comme importantes au niveau de l'établissement du plan de rétablissement. C'est donc le 1er janvier prochain, le 1er janvier 2018, qu'entrera en vigueur cette recommandation pour mieux harmoniser le traitement des succursales par les groupes dans le cadre de la gestion d'un plan de rétablissement. Notre deuxième point concerne les fonds propres des établissements dans le secteur des assurances. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé d'un set de recommandations publiées par
l'EIOPA à l'attention de la Commission européenne. Là, dans le cas de cette semaine, on n'est pas déjà à ce niveau-là, on est dans le document de consultation de l'EIOPA qui après dégagera ses grandes lignes pour faire elle-même ses propositions à la Commission européenne. Donc, on est au début du processus pour ce second set. Et que concerne ce second set? Tout d'abord, c'est un document très lourd puisqu'il contient près de 450 pages et qu'il est divisé en 21 chapitres. Donc, il y a de quoi faire. Je vous ai sélectionné quelques points qui m'ont paru plus importants pour nos activités que d'autres. Le premier concerne l'alignement entre le CRR et Solvabilité 2. Alors, c'est plus particulièrement pour le mécanisme d'absorption des pertes que cette question avait été posée de savoir s'il ne faudrait pas aligner les processus CRR et Solvabilité 2 pour le mécanisme d'absorption des pertes dans chacune de ces réglementations. Après étude, l'EIOPA en a conclu qu'il n'y avait pas d'argument solide pour contrer les différences fondamentales entre les deux réglementations. Et donc pour elle, en ce qui concerne le mécanisme d'absorption des pertes, en raison de la particularité de chacune de ces entités, il n'y a pas de raison valable d'aligner les deux procédures. C'est évidemment un point en consultation, d'une part, et d'autre part, l'EIOPA précise bien qu'elle va quand même continuer ses études sur ce point-là. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous concerne le ratio Tier 1, puisque c'est un élément important dans cette consultation, puisqu'il va recouvrir en fait plusieurs sous-points. Le premier va concerner les possibilités de dépréciation partielle du Tier 1, donc dans l'article 71 du règlement délégué, le règlement 2015-35 du 10 octobre 2014, pour savoir si et dans quelles conditions cette dépréciation partielle serait possible. Alors, l'EIOPA ne souhaite pas s'opposer à cette possibilité de dépréciation partielle, mais va évidemment l'encadrer de certaines précautions. Alors oui, une dépréciation partielle des éléments du Tier 1 va être possible, mais il va falloir pour cela que cette dépréciation se fasse d'une part d'une manière linéaire et surtout à condition que les obligations qui sont liées au respect du SCR aient été violées pendant plus de 3 mois. Du coup, en pratique, il est proposé une réécriture de cet article 71 et également de compléter cet article 71 pour que toutes ces conditions, ces encadrements puissent être reflétés dans les textes. Le deuxième point qui est important, c'est ce qui concerne les calls. Et donc, les calls qui sont plus concernés sont les calls réglementaires et les calls fiscaux. Là-dessus, la question s'était également posée d'un rapprochement éventuel entre les réglementations CRR et Solvabilité 2. Sur ce point-là, l'EIOPA y est complètement favorable et va même faire des propositions de rédaction pour arriver à avoir une rédaction de mise en place de ces calls réglementaires et fiscaux qui soit la même que celle du CRR telle que modifiée après les propositions de novembre 2016. Donc c'est même un pas en avant. L'EIOPA ne veut pas être un cran derrière le CRR. À harmoniser, on harmonise complètement et totalement à la période donnée. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Je ne reviens pas d'une séance de sport. Malheureusement, il fait vraiment très chaud aujourd'hui à Cayenne. Donc, j'espère vous transmettre un peu de chaleur puisqu'il semblerait qu'en métropole, ce ne soit pas le cas. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, dans le froid pour moi aussi. Et je vous souhaite de passer d'ici là un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.